Merci de rester fidèle à actualité.cd. Vous êtes plus d'1 million de personnes à suivre la plateforme d'actualité.cd sur le site, sur YouTube, Twitter, Instagram. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, Objectif 2023 reçoit pour vous un ancien Premier ministre. Il est aujourd'hui coordonnateur de la plateforme Lamouka. Il s'appelle, comme vous pouvez très bien l'imaginer, vous avez eu et vous avez aujourd'hui les privilèges d'avoir pour vous Monsieur Adolphe Muzito. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également pour cette émission, nous allons la présenter avec Cléopâtre Iloukou. Bonjour patient. Et pour une fois, je vous prends votre place. Pas de souci. Alors, première question, Monsieur Muzito, pourquoi c'était important de présenter un calendrier, une proposition de calendrier électoral? On rappelle, ce calendrier-là, vous l'avez diffusé, publié aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui c'est important de pouvoir avoir une proposition de calendrier électoral? Bon, vous deviez vous attendre à cela parce qu'en fait, Lamouka, c'est une organisation politique, en fait, initialement, plateforme électorale aux élections de 2018. Et les chaos qui a caractérisé ces élections et la violation des textes de la République, dont la Constitution et les différentes lois, nous ont obligés à nous mesurer en organisation pour, d'une part, en termes de vocation, de lutter pour la défense de la Constitution, pour édifier un état de droit dans notre pays, mais aussi pour mobiliser le peuple afin que son choix désormais soit respecté à la suite de chaque élection. Alors c'est dans la foulée que, dans le contexte actuel, nous sentons les velléités des glissements de la part de M. Tshisekedi. Nous sentons les velléités de la fraude pour les élections en perspective, à travers la manière dont la CENI est en train d'être mise en place, à travers la désignation de manière illégale de la Cour constitutionnelle, des animateurs, des juges de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi, pour que personne n'en ignore, que nous présentons cette proposition de calendrier électoral afin de montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale, mais aussi aux gens du pouvoir, bien que nous sachions qu'ils sont des mauvais choix, qu'il est possible et qu'il est même obligatoire que nous puissions aller aux élections dans les délais constitutionnels et que nous avons suffisamment de temps pour y aller, et que toute velléité ou toute option qui consisterait à faire un glissement, c'est-à-dire à se taper un autre mandat d'1 an, 2 ans, après celui qu'on a eu de manière illégitime en violant la Constitution par la fabrication des résultats, nous n'accepterons pas. En quoi est-ce que ces calendriers, cette proposition de calendrier, cette proposition, elle est différente de ce qu'on a toujours eu comme, on va dire, chemin à parcourir pour avoir des élections? Quelles sont aujourd'hui les particularités de ces calendriers? Non, il n'y a pas de particularité essentielle. Hein. Nous maintenons le même principe, mais seulement nous pensons qu'il y a des périodes pour lesquelles nous pouvons faire des économies de temps. Le plus important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas illusion de la part du pouvoir, mais aussi en termes du message que nous sentons dans l'opinion, et qu'on ne dise pas au peuple qu'il n'est plus possible à partir d'aujourd'hui d'organiser les élections dans les délais et que par conséquent, il faut glisser indépendamment, apparemment, c'est ce qu'ils veulent faire croire, indépendamment de la volonté des dirigeants en place. Et donc, nous présentons au peuple ces calendriers qui montrent que, puisque aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du mandat de M. Tshisekedi, mandat à la tête d'un pouvoir illégitime, et nous avons encore 28 ou 29 mois, c'est-à-dire plus de 2 ans. Et donc, en 2 ans, c'est-à-dire en 24 mois, nous pouvons organiser les élections. Donc, nous avons déjà le temps. Nous avons plutôt le temps, parce qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, nous pouvons obtenir, après discussion entre parties prenantes, nous pouvons arriver à adopter la nouvelle loi qui corrige celle qui est en vigueur sous la CENI, faire une nouvelle loi ou apporter des amendements sur la loi électorale, et arriver à mettre en place les instituts, plutôt les organes de la CENI. Aujourd'hui, ça pose problème. Et à partir de janvier prochain, engager le processus
évidemment d'acquisition du matériel jusqu'à ce que 24 mois après, nous ayons les élections dans un délai constitutionnel, c'est-à-dire au mois de janvier 2024. En publiant cette proposition de calendrier électoral, n'est-ce pas un échec de votre part? Parce que je me rappelle, vous l'avez toujours dit, vous, c'est pas 2023, il fallait avoir des élections anticipées pour justement corriger ce que vous avez considéré comme les failles des élections de 2018. Vous n'aurez pas justement ces élections anticipées. N'est-ce pas un échec de votre part? Nous avons l'avantage de ne pas ramener la lutte à nous, à nos propres ambitions. C'est le peuple qui se bat pour sa souveraineté. Nous ne sommes qu'à des porte-étendards. Le peuple n'a pas pu ou n'a pas défendu sa victoire en 2019. On lui a volé sa victoire. Il se bat pour conquérir sa souveraineté et nous l'appuyons à cet effet. Qui est ce que vous appelez échec, nous considérons que c'est des étapes de lutte. Ce n'est pas un échec de notre chef. Donc vous n'avez pas pu justement amener ces peuples à obtenir avec vous ces élections anticipées. Ça l'édifie et c'est ça qui fait sa force aujourd'hui et demain. Toutes ces épreuves qu'il traverse, c'est ça qui permettra de construire sa souveraineté et sa légitimité. Finalement, on passe à cette étape. Donc vous voulez avoir ces élections en 2023, mais la question aujourd'hui, c'est on peut également vous opposer cette proposition que vous faites, la façon dont vous pensez que Félix Tshisekedi et son gouvernement veulent avoir glissé, et vous refusez de pouvoir participer au processus qui va conduire à la désignation des animateurs de la CENI. N'est-ce pas antinomique? Non, nous ne refusons pas déjà des conflits et en leur propre sein, y compris à l'Union sacrée. Donc la problématique aujourd'hui, si tu regardes, l'Union sacrée, dans le cas de la plateforme, déjà est divisée. Il y a ses partenaires, je ne vais pas faire leur publicité, qui ne sont pas d'accord avec lui, tout simplement parce qu'il y a une problématique de positionnement partisan. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il ne faut pas que la CENI soit partisane, il ne faut pas qu'elle soit politisée, il faut qu'elle soit neutre pour que nous tous, nous ne soyons pas dentés chacun déposer son candidat afin de gagner, de proposer ou d'imposer son candidat pour espérer gagner les élections. En fait, ce que l'AMOCA demande, il ne les demande pas pour lui-même. Nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Nous demandons que la CENI soit dépolitisée, c'est-à-dire neutre, et enfin que nous tous, nous puissions partir sur des mêmes bases, des bases égalitaires. Donc c'est tout ce que nous demandons. Donc l'échec, c'est dans leur camp, parce qu'en faisant une loi partisane qui politise la CENI, ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord entre eux, avant même que nous on intervienne, c'est-à-dire le FCC comme partie prenante et l'AMOCA comme partie prenante. Cléopâtre Ilou. Alors, Monsieur Mouzito, vous proposez dans ces calendriers la tenue des élections en octobre 2023, mais est-ce possible organiser ces élections alors que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore un nouveau bureau et puis il y a plusieurs d'autres préalables? Voilà, nous travaillons avec des hypothèses tout à fait classiques et simples qui consistent à dire que si nous commençons aujourd'hui les tractations politiques, les discussions, nous pourrions nous mettre d'accord pour élaborer une loi qui soit transparente, qui fasse que la CENI ne soit pas politisée. Deuxièmement, nous disons, après cette loi, toujours dans la période qui nous sépare d'aujourd'hui jusqu'en décembre de cette année, nous pourrons à ce moment-là installer la CENI et elle pourra à ce moment-là commencer à s'organiser sur le plan interne et de passer à l'étape suivante qui consiste à passer le marché public pour acquérir les matériels et les équipements dont on aura besoin pour l'inscription, l'enrôlement, et ainsi de suite. Voilà, donc nous disons nous partons de ces scénarios qui consistent à ce qu'on commence aujourd'hui, mais en tout cas qu'on on règle avec la mise en place d'une nouvelle loi et l'installation de la nouvelle CENI avec un nouveau bureau qui soit neutre, de manière à ce que si nous nous y prenons aujourd'hui et qu'il y a de la part de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes de la volonté, de la détermination, pour qu'à partir de janvier, on passe à l'étape qui consiste pour la CENI d'acquérir le matériel nécessaire, afin que 6 mois après, qu'il soit possible maintenant d'engager les processus d'enrôlement, d'identification des électeurs, mais aussi de mise en place des fichiers. Quand vous parlez des discussions, vous faites allusion à quoi concrètement? Je fais allusion à la rencontre de parties prenantes grâce à un médiateur, d'où qu'ils viennent. Nous, ce qui est important, c'est que les Congolais se rencontrent. C'est-à-dire les FCC, d'une part, et d'autre part, l'AMOCA, ainsi que l'Union sacrée de la nation, soi-disant. Les FCC, votre allié des fortunes, hein?
Le FCC n'est pas notre allié parce qu'il ne s'agit pas d'alliance, il s'agit de la lutte dans le peuple pour de bonnes élections. Que nous ayons une convergence d'opinion est une chose par rapport à une question qui d'ailleurs est citoyenne. Mais maintenant qu'on ait des alliances pour gouverner ensemble, ça c'est autre chose. Ça c'est une question de vision, des projets, des programmes, et ainsi de suite. Ça viendra plus tard. Mais comment la MOUCA apprécie de manière globale les débuts des réformes électorales? Comment nous apprécions Oui. De manière globale, les débuts non, des les réformes électorales, nous les voulons. Mais maintenant, la manière dont ils sont en train de le mettre en place, nous ne sommes pas d'accord parce que ce n'est pas paritaire. Et nous sommes exclus et ils les font entrer. Là aussi, ils ne se mettent pas d'accord. Vous excluez vous-même ou vous êtes exclu? Non, parce qu'il y a une lettre qui vous a été envoyée par M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, à laquelle vous avez répondu, vous n'allez pas participer à ce processus dans ces conditions. Nous avons dit, on nous appelle pour mettre en place des structures qui sont régies par un texte auquel nous n'étions pas associés ni consultés. Et donc, la CENI, dans sa configuration, est un organe qui est défectué parce qu'il émane d'un texte qui a été élaboré en excluant des parties prenantes essentielles de nous-mêmes. Ça n'a pas été que nous, y compris ceux avec qui ils ont travaillé, n'ont pas accepté de donner leur candidat, ni de participer à la fameuse commission paritaire. Revenons un peu par rapport à ces calendriers proposés. Vous ne faites pas mention aux élections locales. Sont-elles pas importante autant que législative ou présidentielle? Oui, d'abord, moi je crois en termes de défis pour le pays, il faut retrouver la souveraineté nationale. Ça passe par les institutions nationales. Ça signifie les institutions prises dans la République. D'ailleurs, toutes ces institutions s'y tiennent. D'une part, le Parlement, les institutions politiques, hein, d'une part, le Parlement avec ceux des chambres, d'autre part, l'exécutif avec ses deux têtes, c'est-à-dire les chefs de l'État avec le gouvernement. Évidemment, le pouvoir judiciaire, ça c'est une autre paire de manches. Ce pouvoir aussi doit faire l'objet des réformes. Alors, il faut retrouver cette souveraineté nationale des institutions, mais aussi internationale de l'État. Et quand on aura retrouvé cette légitimité, c'est ces pouvoirs légitimes, souverains, qui va réfléchir à l'organisation du pouvoir politique à la base. Parce que nous partons de l'idée que l'État lui-même est en faillite. Il n'est pas en mesure de financer le coût de son fonctionnement régalien, moins encore le coût économique et social. L'État est en faillite parce que le peu qui rétrocède, qui correspond à la Constitution des 40%, parce que moi je considère que le gouvernement central rétrocède aux provinces l'ensemble de 40%. Sauf que lui-même, il est dans l'illusion, il croit qu'il ne rétrocède parce que ces gens ne font pas de calcul. Mais seulement les 40% ne couvrent pas l'ensemble de l'activité d'une province. C'est qu'on lui rétrocède tel que prévu par la loi budgétaire. Tellement les 40% sont inférieurs. Les 40% des 100% du budget sont inférieurs par rapport aux défis d'une province. Encore que la province, elle aussi, du point de vue de son budget, en termes de ressources propres, est en déficit, est en faillite. Et par conséquent, la question qui se pose, est-ce que la décentralisation, pour ne pas parler du fédéralisme, le régionalisme constitutionnel peut fonctionner en RDC avec un État en faillite et des provinces en faillite du point de vue de leurs propres ressources par rapport à leurs dépenses qu'elles doivent prendre en charge, au-delà de celles que le pouvoir central devait prendre en charge. Je dis que ça pose un problème. Institutionnellement, vous proposez quoi? Un moratoire Non, en d'autres termes, retrouvons la souveraineté, retrouvons la légitimité, retrouvons un budget assez équilibré, mais dans l'entretemps, faisons la prospective pour voir qu'au-delà des budgets provinciaux, parce que je fais la différence entre le budget provincial et le budget des provinces. Le budget provincial, c'est déjà le budget des provinces consolidé au budget des entités décentralisées. Est-ce que nous sommes en mesure de financer la décentralisation en deçà des provinces, en termes de financer les organes délibérants des entités centralisées, c'est-à-dire les villes, les communes urbaines, les communes rurales, les secteurs, les chefferies, avec leur personnel politique délibérant, c'est-à-dire les conseillers qui sont des députés à la base, mais aussi le gouvernement à la base, jusqu'à la chefferie, jusqu'au secteur, sommes-nous en mesure, au nombre qui sont répertoriés aujourd'hui, 10 conseillers régionaux, provinciaux ou 20 députés. Vous voyez, tous ces mondes-là, c'est plus ou moins 9 nouveaux députés en plus des 700 qu'il y a dans les provinces et des 500 qu'il y a au niveau national. Sommes-nous en mesure de les faire? Ça, c'est d'une part. Et même si nous devions le faire, nous ne le ferions non pas avec les recettes de ces entités parce qu'elles n'ont pas d'assiette fiscale compte tenu de l'étroitesse de l'économie à l'arrière-pays.
Mais les pouvoirs centraux, déjà, ce qui ressort, ne couvrent pas les provinces et ne couvrira pas non plus les entités décentralisées, elles qui n'ont déjà pas d'assiette fiscale. Moi, j'ai peur que l'État, même s'il voyait son budget augmenter, j'ai peur que les recettes qu'il enverrait cette fois-là, plutôt soient orientées vers les dépenses du personnel politique, plutôt que pour le développement de ces entités-là. Et ça risque de se faire aussi aux dépens des dépenses de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture, que les provinces déjà elles-mêmes n'arrivent pas à couvrir, ni avec les ressources propres, moins encore avec les ressources qui viennent du pouvoir central. Donc, en un mot, je pense que les élections locales, c'est le pouvoir central qui va réfléchir, mais il faut un pouvoir légitime. Deux, il ne faut pas a priori décider avec les effectifs actuels qui sont répertoriés dans les actuelles lois, personnelles politiques. Il faut réduire la taille de ces entités décentralisées en termes d'effectifs en personnel politique. Et donc, cette question, on peut la soulever qu'après, mais pas de la part de ces pouvoirs. Et donc, moi, je ne vois pas cette décentralisation locale de manière automatique. Moi, je suis pour la réduction par 2 ou par 3 de ces personnels-là. Donc, je préfère un pouvoir local qui est relativement centralisé, avec moins de personnel politique. Encore que là aussi, il faudra attendre que l'État retrouve les équilibres financiers pour qu'on lève cette option. Donc, ce n'est pas à ce pouvoir de lever l'option. Il n'en a pas la légitimité, il n'en a pas les moyens non plus. Selon vous, à ce stade, les élections locales ne sont pas prioritaires? Ne sont pas prioritaires. Non seulement elles ne sont pas prioritaires, moi je dis elles ne sont pas nécessaires. La décentralisation locale, pour moi, nous ne saurons pas la financer. Au contraire, on va créer des mécontents. On va créer de nouveaux prédateurs à charge du petit peuple. Vous aurez des députés, si déjà les provinces sont en faillite. Je ne vois aucun gouvernement qui tient, gouvernement provincial qui tient, qui s'en sort face aux députés provinciaux. Et à plus forte raison, je ne vois pas de gouvernement, des mairies, de gouvernement, comment je puis dire, des communes rurales qui soient capables de financer leurs propres activités. Et c'est des gens qui vont se lancer dans le peuple pour rançonner le peuple. Dans votre proposition, vous mentionnez également la machine à voter. Vous avez, en 2018, mené une campagne contre l'utilisation de la machine à voter. Nous avons mené une campagne tous, nous qui portions l'idéal populaire contre la machine à voter. Mais nous avons dit, machine à voter, par la suite, à condition que on procède à l'utiliser comme imprimante avec ça, c'était à quelques jours des élections, mais depuis les débuts. À quelques jours des élections, parce que l'Église catholique nous a rassuré qu'elle obtiendrait de Nanga qu'il imprime le bulletin par lequel nous allons poser l'acte de vote. Mais nous avions raison de nous méfier. Parce qu'avec la machine, ils ont utilisé la possibilité que nous réduisions, qui a consisté à fabriquer des résultats en dehors de celles qui sont sorties des machines, en n'utilisant pas la compilation de bulletins de vote. Mais vous maintenez... Et donc, non, la machine à voter par elle-même, si d'une part, on utilise les bulletins, et d'autre part, on fait la compilation manuelle à travers le bulletin, alors l'information qui est électroniquement dans la machine sera contre-vérifiée avec les supports matériels. Et si on n'a pas le support matériel, il n'y a pas de bulletin, mais surtout si les bulletins existent, mais on ne les compile pas, circonscription par circonscription, et la machine à voter, on peut en abuser en recrutant, parce que le peuple n'a pas d'éléments visuels pour constater ce que dit la machine électroniquement. Et ils vont donc se tricher. Nous disons machine à voter, mais à condition qu'il y ait un bulletin, d'une part, mais d'autre part, à condition qu'on compile les bulletins et que la source d'information première soit les bulletins et que la source contradictoire et complémentaire soit celle de la machine. En soi, la machine ne pose pas problème? La machine ne pose pas problème, mais à condition, qu'on utilise les bulletins, d'autre part, et qu'après élection, qu'on regarde sur deux sources d'information. La première et la principale, c'est la matérielle, c'est-à-dire qu'on fasse la compilation des bulletins. D'autre part, que nous ayons en référence aussi contradictoirement les résultats issus de la machine. Mais vous n'avez pas l'impression d'être en retard par rapport à certains faits? Vous étiez à l'époque avec notamment l'UDPS, et l'UDPS avait levé rapidement l'option d'utiliser la machine à voter. Vous, c'est à quelques jours des élections que finalement vous avez dit, allez, on va utiliser la machine à voter.
Pendant que l'UDPS disait également, OK, on va aller en 2023. Non, vous, élection anticipée, mais vous n'avez pas justement l'impression de vous rattraper après avoir constaté relativement votre échec, et c'est alors que vous allez vous dire, OK. Non, il ne faut pas parler de notre échec, il faut parler de l'échec du peuple. Encore que les peuples n'échouent jamais. Le peuple se construit grâce aux événements. C'est pour atteindre un certain niveau d'intelligence collective qui soit avancé. Donc, ce que vous considérez comme un échec, ce n'est qu'une évolution. C'est une épreuve que nous devons dépasser au fur et à mesure. Donc, nous nous rattrapons. Non, nous essayons de corriger au fur et à mesure. Mais à chaque fois que nous faisons une observation, il s'avère par la suite que cette observation a été pertinente. Fichier électoral, qu'est-ce qui doit être fait différemment de ce qui avait été fait en 2017 pour les élections de 2018, puisque vous parlez justement de ces fichiers-là dans votre proposition, et votre compère au sein de la MOUCA, M. Fayoulou, a même dit pendant la présentation de ce calendrier, il a été très dur envers l'OIF qui avait organisé l'audit de ces fichiers. Qu'est-ce qui doit être fait différemment? D'abord, nous voulons des fichiers, nous ne voulons plus des fichiers défectueux, nous voulons des fichiers qui se fassent dans des normes, et pour qu'à terme, que nous puissions déboucher sur un audit très sérieux qui prend le temps nécessaire afin qu'on sorte un fichier électoral qui soit crédible. Reparlons de la Commission électorale nationale indépendante. Vous récusez la loi telle que promulguée déjà par le président de la République. Mais pourquoi en son temps, la MOUCA n'avait pas proposé des justes amendements? Non, mais les amendements, on allait les proposer. Nous demandions de proposer des amendements. Nous avons fait des propositions sur cette loi-là, mais ils n'ont jamais voulu que nous, on se mette autour d'une table avec eux pour discuter et amender. Parce qu'il faut savoir une chose, madame, c'est que une loi, ça ne se fait pas au Parlement. Une loi, ça se fait à la maison ou dans un bureau de fait privé. Députés, ministres, au sein des appareils politiques, donc dans l'informel par rapport à l'État. Quand ça arrive au Parlement, c'est déjà adopté par la majorité, si je peux m'exprimer, ou le parti qui est majoritairement au pouvoir en association avec ses partenaires. C'est ça que nous avons demandé comme force politique et sociale, qu'on se retrouve pour trouver un consensus sur une loi qui, au Parlement, ne sera que adoptée. Donc, il faut avoir des débats techniques pour plus ou moins une harmonisation, mais globalement, les grandes options sont levées par rapport aux parties prenantes. C'est ce que nous avons demandé, mais ils ne nous ont pas accordé. Et bon, nous donnions l'impression d'être des naïfs, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons raison, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à la mettre en place, cette loi-là. Vous êtes inquiet? Nous ne sommes inquiets, pas pour moi, pour le pays, ça c'est clair. Mais nous n'allons pas nous limiter à être inquiets, nous allons nous battre pour qu'on puisse s'en sortir. Vous avez annoncé une série d'activités à partir du 15 septembre prochain pour exiger notamment la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, entre autres. Mais aussi pour éviter qu'il y ait de ces faits fraude électorale, mais qu'il n'y ait pas aussi non plus, c'est le troisième point, qu'il n'y ait pas glissement. Mais n'est-ce pas que le débat a évolué? Et cette réaction est tardive de votre part ou sans impact? Oui, mais alors quel est l'impact d'après toi? Quelle est la situation qui a évolué et dans quel sens? Mais ce qui a évolué, c'est notamment aujourd'hui, on a une loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI qui a été promulguée. Nous sommes en train de dire que cette loi éprouve de la peine pour se faire appliquer étant donné ses contradictions. Elle ne reflète pas un consensus, l'adhésion de tout le monde, elle ne reflète pas un certain équilibre, une seule égalité de chance. Pourquoi ceux qui sont des mêmes bords politiques, avoir l'union sacrée, se permettent pas d'accord? Concrètement, vous appelez Nous demandons qu'on retoque la loi, qu'on la révisite ensemble. Nous avons des propositions. Et ils ont des propositions qui sont dans cette loi. Il est possible. Non, le problème, c'est que même si nous n'existions pas et que nous ne portions aucune revendication, nos amis auraient les problèmes qu'ils ont, indépendamment de nous. Et nous disons, la seule façon de s'en sortir, c'est de trouver un consensus. Mais le consensus peut correspondre à ce qu'ils ont choisi, en considérant que dans l'entretemps, ils pourront nous convaincre du bon fondé de cette loi, même si nous remarquons ces contradictions. Le consensus peut être ce que nous nous proposons, peut porter sur ce que nous proposons, ou le consensus peut être la synthèse entre ce que nous proposons. Mais pourvu qu'il y ait consensus. Et pourquoi seulement vous? Quand je dis nous, c'est moi, nous défendons le pays et nous ne sommes pas les seuls à défendre le pays. Nous disons qu'eux-mêmes, ils disent la même chose. Il y en a 500 au Parlement, dont les vôtres également. Non, le problème, ce n'est pas 500, ils sont 3-4 forces réelles, je présuppose. Même s'il y a des monstruosités là-bas, parce que d'une part, tu vois, les FCC cachent plutôt les FCC. Et dans les FCC,
il y a l'UDPS, il y a son allié, et il y a aussi un morceau sans tête ni queue qui vient de FCC. Et puis, il y a, et ensuite, il y a le FCC. Donc, nous nous disons qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en commençant leur propre camp. Ce que nous nous disons, c'est que nous avions raison de leur dire que c'était tellement politique que chacun sera partisan, chacun voudra mettre son nom. Ça les divise déjà. Faisons en sorte que ce soit neutre. Mais si par contre ils trouvent que leur choix est bon, examinons-le, ils peuvent nous convaincre. Que la prochaine fois. Vous allez vous plier en cas de... À partir du moment où les consensus s'imposent dans le sens de ce qu'eux veulent, tant pis pour nous. L'important, c'est qu'on soit dans les consensus. Ouais, tout ce que vous voulez, c'est que le débat sorte du cadre, entre guillemets, institutionnel. Voilà. Parce que l'institutionnel ne reflète pas la vérité du peuple et le vrai rapport de force dans le peuple. Vous n'allez pas vous entendre, on peut supposer, dans la mesure où eux, ils tirent, entre guillemets, leur force dans ce qu'ils considèrent comme leur légitimité. Et cette légitimité, c'est notamment des institutions qui sont établies. Et vous considérez que le débat ne peut pas se limiter au niveau des institutions. On se retrouve dans une situation où les élections de 2023 ne vont pas se tenir. Faites semblant de nous ignorer, mais considérez que déjà entre eux, ils ont un problème. Il faut qu'ils les règlent. Pourquoi vous occultez le fait qu'entre eux déjà, tout en étant du même bord politique et supposé avoir les mêmes intérêts, les mêmes projets pour la nation, ils n'arrivent pas à se mettre sous ça. C'est qu'il y a un problème de logique par rapport à ce qu'ils ont mis en place. Vous avez appelé les confessions religieuses, principalement les CC et la Cinco, à ne pas participer à la désignation des animateurs de la SNI. N'est-ce pas que vous, en tant que Lamuka, vous participez, vous contribuez au blocage auquel nous assistons actuellement? Non, nous leur avons dit, ne donnez pas vos gens, parce que vous allez encourager les caractères partiels et politisés. Il faut qu'on revoie cette loi-là. Et vous allez voir que ça ne réussira pas. Ah ben, s'ils nous avaient écouté, les preuves qu'ils sont en train de vivre, ils ne l'auraient pas vécu. Donc, en fait, ils ont un problème. Indépendamment de nous, on les a prévenus. Et c'est notre rôle. Mais est-ce que vous êtes en train de suspecter une influence politique? Non, ce n'est pas nous qui suspectons, c'est l'Église. Avant même que nous, on n'a même pas besoin, nous, de parler. L'Église a dit que ce candidat-là ne reflète pas, remplit pas les conditions. Est-ce que vous avez toujours confiance aux catholiques et aux protestants? Non, pour nous, c'est une question de principe. La question de confiance, question de la foi. Nous sommes dans une dimension rationnelle et non pas sentimentale. Pour faire avoir confiance, pour croire en eux ou pas, ils ont des faiblesses. Nous avons des faiblesses, tout le monde. Le plus important, c'est qu'ensemble, on trouve les consensus. La force n'est pas dans les chefs de nous, de deux ou d'autres. La force, c'est dans l'unité autour de cette question-là. Le grand problème aujourd'hui, c'est un problème de confiance. On est bien d'accord? Oui, même si, mais nous pouvons aller en compétition à 3 à 4 dans des divergences, ce qui est normal, a priori. Mais le plus important, c'est la synthèse. Et cette synthèse-là, quelles que soient leurs faiblesses ou leurs atouts, nous ne pourrons, ou les nôtres, nous ne pourrons l'obtenir qu'en étant ensemble et en discutant. C'est possible d'obtenir ces consensus, vous pensez? Je pense que nous sommes obligés. De toute façon, le pays ne nous appartient pas. Le pays appartient à tout le monde et principalement au peuple. Nous sommes bien aux conditions. Sinon, le peuple va nous déloger, nous évacuer. Et il y aura des forces sociales qui vont prendre l'initiative de refonder la République et d'engager le pays sur une nouvelle voie démocratique. Mais comment réagirez-vous si, par exemple, l'Assemblée nationale arrivait à entériner les PV des 6 confessions religieuses? Il faut poser la question au peuple, comment il réagit. Nous présumons que le peuple ne sera pas d'accord. Le peuple, ça dépend maintenant quelle considération ils ont pour eux-mêmes, ces forces-là qui sont là-bas. Parce qu'en définitive, je me dis que s'ils arrivaient à entériner, mais ils doivent avoir la majorité pour le faire. Mais pour avoir cette majorité, ça signifie qu'ils auront dans l'entretemps mis fin au conflit qui les oppose en tant que majorité. Et si les peuples n'en disent mot? Le peuple n'en dit mot, non, mais il va tirer des leçons. Il ne faut pas penser que le peuple n'a pas dit non quand on a fraudé ces élections. Il rumine. Le peuple, il y a de la place pour tout le monde qui a organisé la fraude dans l'estime du peuple. Et la colère du peuple va se manifester à tout moment. Mais de la part de ceux qui ont fait ça et qui continuent à faire ça, la question de savoir quelle place ils donnent au jugement de l'histoire et quelle voie ils veulent tracer pour leur avenir et l'avenir de leur parti. Je crois que chaque action implique une réaction tôt ou tard. Ronsard Malonda, les dossiers arrivent quasiment à la fin. On apporte les dossiers sur la table de Félix Tshisekedi, qui refuse de pouvoir accepter l'entérinement de l'Assemblée nationale.
c'était le fait de votre combat, du combat du peuple, du combat de l'UDPS ou de la volonté de Félix Tshisekedi? Oh, ben, il faut lui poser cette question. Je crois que lui et son parti ont pensé que celui-là ne venait pas d'eux, il n'était pas au service de leur cause, mais il était au service de leur adversaire qui pourtant était leur allié à cette époque-là, Ce qui risque à savoir les FCC. Et donc, je pense que c'est la même chose. Voilà pourquoi nous nous proposons qu'on ne politise pas la CENI. Donc la dernière décision, c'est Félix Tshisekedi. La dernière décision, Tshisekedi, parce que le processus de mise en place des institutions relève de plusieurs étapes et de plusieurs compétences. Déjà, aujourd'hui, il ne peut pas prendre la décision parce qu'il n'est pas compétent, il a une compétence liée. Donc, pour qu'il arrive à prendre une décision mettant en place, c'est lui qui le veut, et il doit convaincre les églises. Pourtant, vous avez dit tantôt que le Ronsan Malonda, c'était de la décision de Félix Tshisekedi. Et ça ne suffit pas. Il n'y a pas que le président de la CENI. Il y a aussi les autres responsables de cet organe exécutif qu'est le bureau. Et il faut un consensus pour les autres postes, vice-présidents, rapporteurs, etc. Là encore, ça dépend de la commission paritaire qui elle-même est divisée. Et lui, il n'a pas de pouvoir parce qu'en fait, pour avoir le pouvoir, il doit avoir l'exécutif en sa faveur, plutôt le législatif en sa faveur. Il est censé en avoir le fisc formellement parce qu'il a la fameuse majorité union sacrée de la nation. Mais là encore, c'est une nébuleuse. Donc, en fait, ses pouvoirs sont très, très limités. Il n'a pas la décision ultime parce qu'en fait, le peuple ne lui a pas donné mandat à travers une majorité présidentielle et une autre majorité qui soit parlementaire. Parce que nous sommes un exécutif à deux têtes. La tête gouvernementale relève du Parlement. Donc, il a besoin du Parlement qu'il n'a pas. Il a fabriqué cette majorité qui commence à lui échapper. Mais qu'est-ce que vous pouvez suggérer au président de la République? Comment veux-tu que je ne suis pas là pour le suggérer. Je suggère à la nation les principes qui fait que, faute d'avoir une bonne administration qui soit neutre au service du pays, qui traverse le temps, pour qu'il revienne à elle d'organiser de manière neutre les élections, alors on a choisi de mettre en place un organe chargé d'organiser les élections. Mais nous pensons que cet organe doit être, parce qu'il a la responsabilité d'arbitrer le match, il faut que ce soit un arbitre qui soit neutre. Mais or, beaucoup, dont les camps de M. Tshisekedi, préfèrent que le match qu'il y aura entre Barcelone et le Real Madrid. Et Real Madrid soit arbitré, à l'arbitre central soit des Real de Madrid, et le second arbitre, je n'ai pas fini s'il vous plaît, que ça intéresse le peuple. Et le deuxième arbitre soit plutôt des Barcelone, les juges de touche, ainsi de suite. Voilà, il lui veut ça, nous disons non. Il faut un arbitre neutre. Il n'y a que... Et ça, nous ne le demandons pas pour nous. Un arbitre neutre pour que nous partions tous sur les mêmes chances. Mais cette neutralité-là, vous ne trouvez pas que c'est un concept assez compliqué à pouvoir... Non, attendez. Parce que la neutralité dont vous parlez, justement... Oui, patient. Mais je termine ma question. La neutralité dont vous parlez, on se retrouvait dans ce pays avec un président de la Commission électorale nationale indépendante qui, lui, vient d'une confession religieuse. On se retrouvait avec quelqu'un qui n'était pas... On se retrouvait avec des gens qui n'étaient pas politiques et qui ont produit des résultats et qui n'étaient pas... Vous ne pensez pas que le problème c'est ailleurs? La question, non, mais justement, ce n'est pas parce qu'il y a un problème ailleurs que celui-là, on ne doit pas le résoudre. Nous disons pas des présidents parrainés, mais des présidents qui représentent un camp, plutôt une confusion. Et nous voulons que toutes les confessions participent dans un présidium à l'organisation des élections. Un président avec ses pairs. Ils peuvent se relayer chaque 6 mois, chaque mois. De toute façon, nous donnons l'option. Mais maintenant, on doit l'améliorer ensemble. Ces confessions nous ont donné aujourd'hui un bel exemple que même elles-mêmes, elles ne peuvent pas s'entendre. Non, mais elles ne peuvent pas s'entendre si chacun veut prendre le morceau contre l'autre. Comment vous allez-vous les changer? Attendez, j'ai dit, elles ne s'entendent pas s'il s'agit de partager, chacun veut prendre son morceau aux dépens des autres. Nous disons, toutes les 8 sont représentées à la CENI. Non pas par les agents parrainés par elles, non, par les agents
qui viennent d'elle-même. Ça signifie que l'église kimbanguiste doit être représentée par quelqu'un de l'église kimbanguiste qui est dans la hiérarchie ou qui est désigné par l'église. Même chose pour l'église catholique. De sorte que si ça ne marche, l'église catholique et les autres confessions, de sorte que si ça ne marche pas, on dira c'est l'église catholique. N'est-ce pas quelqu'un de l'église un angélisme béat dans... Oui, mais attendez, moi je voudrais que vous fassiez la différence entre les principes qu'on doit observer et la réalité qu'on ne doit pas encourager à partir du moment qu'elle est mauvaise. Nous ne pouvons pas éviter de réfléchir à base de principes parce que, bon, et prendre la réalité pratique du créationnisme comme référence dans l'évolution d'une réflexion. Vous insistez sur la tenue des bonnes élections et dans les délais, mais qu'est-ce qu'il faut pour en arriver là? Donc, pour en arriver là, c'est la bonne volonté de tous. Tout le monde doit s'y engager pour que nous sachions que nous pouvons organiser les élections et nous devons organiser les élections dans des délais constitutionnels. C'est la volonté. Et si nous ne les faisons pas, le peuple s'en prendra à nous, avec au numéro 1 les responsables qui devaient en fait encourager l'idée d'un consensus national. En attendant le débat sur la loi électorale, qu'est-ce que vous aimeriez changer? En attendant, les débats sur la loi électorale, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Dans cette loi, oui. Nous avons tout simplement proposé que le bureau, l'exécutif, soit neutre, mais que le parti politique, à travers la plénière, ait des représentants pour assurer les suivis et sanctionner les travaux de ceux qui seront chargés d'exécuter. Et ce bureau, nous le voulons neutre parce que nous voulons qu'il soit représenté par un présidium qui se contrôle et s'autocontrôle, plutôt que par des représentants des partis politiques, comme c'est le cas au niveau, par exemple, du premier vice-président, deuxième rapporteur, ça vient tous les 6 viennent des partis politiques. Et même le président, dans l'hypothèse où on se serait mis d'accord pour le désigner, il subira les dictats dans un bureau majoritairement partisan, il subira les dictats des autres partis politiques qui auront des représentants dans celui-ci. Mais ces présidiums neutres viendraient d'où? Les présidiums neutres viendraient si la loi les dicte comme nous les proposons. Dans l'hypothèse où on se mettrait d'accord pour cette loi-là, il viendrait, présidium viendrait de 8 confessions religieuses représentées dans les présidiums et suivi des 8 sociétés, 8 représentants de la société civile comme adjoints du présidium aux différentes, à travers les différentes commissions que nous fixons au nombre de 8. En ce moment-là, on parlerait de l'indépendance de la CENI. Nous serons, parce qu'il faut à cela ajouter l'organe délibérant qui aura beaucoup de pouvoirs, de sanctions sur la gestion au quotidien du bureau de la CENI. On va peut-être chuter oui. Par rapport à l'organisation des élections, par rapport à vous. Comment vous vous préparez à ces échéances, vous en tant que la MOCA? Est-ce que la MOCA va continuer à rester cette plateforme ou bien vous allez devenir, comme c'était le cas, avec la dynamique de l'opposition qui était au départ une association des circonstances, mais qui finalement a proposé un candidat? La MOCA aujourd'hui, l'avenir c'est quoi? C'est un l'avenir, c'est que la MOCA puisse se présenter à tous les échelons. Malheureusement, nous aurions pu consacrer tout ce temps à la réflexion, à la mise en place, à l'élaboration d'une offre politique. Et voilà que nous sommes partagés entre cette préoccupation de réfléchir, de consulter dans le peuple les idées, de discuter avec les différentes couches sociales pour élaborer une offre politique qui corresponde plus ou moins à la demande du peuple. Malheureusement, on est déchiré ici. On se bat pour obtenir un match qui soit, imaginez Messi et tous les autres, avant de jouer au match, ils doivent se battre à quelques jours du match, ils doivent se battre pour avoir un bon arbitre, un bon terrain, etc. De sorte que le moment venu, quand ils devront véritablement s'exprimer en tant que joueurs de football, ils risquent d'être même incapables de jouer correctement parce qu'ils n'auront pas eu le temps de s'entraîner. Et parce qu'ils ont été plus jugés comme ceux qui se battent pour un bon arbitre que comme politiques. Moi, je suis désolé de constater que nos partis politiques, on ne leur donne même pas le temps de s'exprimer comme parti politique à travers des propositions, des contre-propositions, de telle sorte que bon, nous essayons d'y travailler et nous voulons, et la MOCA qui va présenter un programme commun de gouvernement avec une vision commune qui sera portée par les candidats de la MOCA. Voilà ce que nous voulons. Mais maintenant, pour ça, il faut s'ouvrir à d'autres forces qui viendront en appoint ou en appui à cette force populaire et que nous voulons la plus représentative possible. Nous voulons voir
comment je puis dire, dégager une offre politique issue des discussions et d'une bonne synthèse. Vous avez gardé contact avec vos anciens camarades de la MOUCA, comme notamment Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba? Contact humainement comme frère, peut-être à travers les deux et autres, mais politiquement, nous n'avons pas la même vision, ni par rapport au pouvoir actuel que nous considérons comme illégitime. Il y a une rupture entre vous. Et pourquoi vous faites rupture comme ça? Je ne devais pas faire rupture. Je devais faire rupture comme ça, c'est ça? Nous n'avons pas une même vision par rapport à la souveraineté du peuple, par rapport à la souveraineté du pays. Et ils pensent que on peut cautionner l'illégalité, l'illégitimité. Nous ne sommes pas de cet avis. Mais maintenant, en termes de vision, il faut aller aux élections. On verra bien quelles sont nos offres politiques, quelles sont nos visions. Mais nous ne devions pas perdre de vue l'expérience que nous avons traversée. Peut-être que nous aura aidé à prendre conscience les uns et les autres de nos fautes, de nos erreurs d'appréciation ou de nos perspicacités respectives. Est-ce que pour vous, la politique, c'est l'addition de forces ou bien vous pensez que c'est les principes qui doivent primer? D'abord, le principe. Ensuite, il faut gagner à plusieurs. D'abord, il faut un noyau dur des visions, des projets qui doivent fédérer et qui résulteront aussi d'une synthèse de plusieurs. Ce qui veut dire, c'est exclu aujourd'hui d'imaginer Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Martin Fayulu dans une même coalition, la coalition La MOUCA rénovée, on pourra l'appeler comme ça. Non, il ne faut pas parler de La MOUCA rénovée. Il faut parler de La MOUCA tout court. Mais maintenant, est-ce que nous aurons la même vision? Tant mieux. Est-ce qu'ils vont considérer qu'ils se sont trompés ou que nous, on se sera trompés? Tout ça, on va examiner les moments venus. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui sont très favorables au recyclage de la classe politique. Vous-même, vous avez été recyclé, non? Non. Moi, j'ai connu un seul parti. Depuis ma jeunesse, c'est les Palous. Et les Palous m'a extirpé. Parce qu'au Palou, ils étaient instrumentalisés. Ils n'ont pas accepté la contradiction que j'ai apportée pour la grande famille de l'époque. Je faisais des tribunes. Avant les tribunes, j'ai organisé des ateliers pour évaluer l'action. D'abord, le parcours du Palou, son rôle et le rôle historique de notre majorité d'alors. Mais je pense que c'était bon et peut-être les critiques dont le régime a fait l'objet par la suite auraient pu éviter si elles venaient de nous-mêmes et de l'intérieur. Je crois que les amis d'alors étaient d'accord avec cette démarche-là, mais moi, on m'a puni, on m'a fait partir pour ça. Et je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc, j'ai quitté. On m'a fait partir du Palou et j'ai créé mon propre mouvement. Et les amis qui étaient dans l'opposition d'accord, ils m'ont reçu très sérieusement. Je n'avais même pas besoin, on ne me considérait même pas comme de la majorité. Et j'ai apporté, je considère que j'ai apporté quelque chose en termes de vision, de projet, d'approche dans ces camps-là et je continue modestement et je pense continuer modestement. Adolphe Muzito, Premier ministre de Joseph Kabila, et Adolphe Muzito, aujourd'hui coordonnateur de la MOUCA. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Non, mais d'abord, comme Premier ministre, j'étais dans l'action. Aujourd'hui, je suis d'abord dans la résistance. Ces deux personnes, des cadres de référence différents. Et donc, mais je me réjouis du travail fait dans cette majorité-là. Nous avons donné l'impulsion qui a été telle qu'avant nous, ça n'avait pas été le cas. Après nous, ça n'a pas été le cas non plus, d'où je considère que nous y avons apporté quelque chose à cette dynamique, qui est une dynamique d'ensemble. Parce que les résultats, et vous les journalistes, les jours où ça vous intéresse d'évaluer ma période, en partant de ce que j'ai trouvé, et vous pouvez même partir des 60, de ce que j'ai laissé, et ce qu'on a fait de ce que j'ai laissé, les évolutions après moi, je crois que c'est les jours et la nuit. On prendra donc rendez-vous peut-être une prochaine fois pour en parler. Adolphe Muzito, je vous dis un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Cléopâtre Iluku, un grand merci également merci à vous. beaucoup. J'ai eu le plaisir de partager ce plateau aujourd'hui avec vous. Merci également à vous, internautes d'actualité.cd. Vous êtes nombreux à nous suivre. On va se donner rendez-vous prochainement sur les plateformes numériques d'actualité.cd. Et on dit un grand merci. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.